agriculteur dans l'accident nucléaire associé à la projection du film Mon troupeau irradié. Le 11 mars 2011 commençait la catastrophe nucléaire de Fukushima et celle-ci dure depuis 10 ans. De larges zones terrestres et maritimes sont encore aujourd'hui contaminées par les rejets radioactifs actuels et passés, même en dehors des zones d'évacuation et malgré les politiques de décontamination qui accompagnent celles de retour des populations. Quelles sont les conséquences pour les habitantes et habitants de ces territoires? Ce webinaire se concentre sur la situation des agricultrices et des agriculteurs. Leur situation est particulière dans l'accident nucléaire. Celles et ceux qui ont fait partie de la zone évacuée ont dû abandonner leurs fermes et leurs animaux du jour au lendemain. Lorsqu'ils et elles ont continué à produire en dehors des zones d'évacuation, la contamination des cultures et de leurs bêtes est soit l'objet de pertes économiques lorsque les produits dépassent les seuils autorisés, soit de questionnements sanitaires. En raison de la contamination durable des sols par les dépôts radioactifs et en l'absence de protection efficace, ils et elles mettent encore aujourd'hui en danger leur santé en travaillant leurs terres. Dans tous les cas, cette situation est une épreuve morale terrible en ce qu'elle bouleverse l'essence de l'activité agricole et de son rapport au vivant et au milieu. Ce webinaire est à l'initiative de l'association de solidarité avec les sinistrés de l'accident nucléaire Nos voisins lointains 311, en partenariat avec Atlas Traduction, la Confédération paysanne, les rencontres de géopolitique critique, Réseau Sortir du nucléaire Isère et Yosomono France. Nous recevons le japonais Tamotsu Matsubara, réalisateur du film Mon troupeau irradié, encore en accès libre jusqu'à demain. Ce documentaire est issu d'un travail dès 2011 et pendant 5 ans auprès d'éleveuses et éleveurs de vaches de Fukushima, dont les fermes étaient situées dans les zones d'évacuation dans un rayon de 20 km autour de la centrale, et qui ont refusé d'abattre leurs troupeaux, comme cela a été demandé 2 mois après la catastrophe par le gouvernement pour éviter la commercialisation de la viande contaminée. Nous diffuserons en premier l'intervention de Tamotsu Matsubara, qui a été filmé et sous-titré en français. Pour échanger avec lui, nous aurons recours à une traduction consécutive réalisée par Florence Müller et Yvon Chang de l'association Atlas Traduction. Les questions qui seront posées par les autres intervenants auront une réponse dans un deuxième temps pour permettre cette traduction consécutive. Le deuxième intervenant, Bruno Charéron, est ingénieur en physique nucléaire et dirige le laboratoire de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, depuis 1993. Il a coordonné des études liées à l'impact des radiations ionisantes en France et à l'étranger. Il a effectué 2 missions au Japon suite à la catastrophe de Fukushima entre 2011 et 2012. Il a coécrit le film Invisible retombée qui traite de la contamination radioactive au Japon suite à la catastrophe de Fukushima. Le troisième intervenant, Thierry Jacot, est agriculteur dans les Vosges. Depuis 2003, il élève des bisons américains des plaines, des vaches Hereford et des chevaux qu'il commercialise en vente directe avec son épouse. Il s'investit dans la Confédération paysanne pour défendre un modèle sociétal respectueux de la terre et milite contre le nucléaire civil et militaire, notamment contre le projet d'enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure, dans la Meuse, situé à 50 km à vol d'oiseau de chez lui. À la suite de leurs interventions de 15 minutes chacune, ils pourront poser des questions à Matsubara, puis 2 intervenantes, Kurumi Sujita et Sonia Marmottan, ajouteront des questions qui se prolongeront par un temps de discussion. Une précision technique importante, les spectateurs et spectatrices de ce webinaire ne pourront pas avoir le micro, mais pourront adresser des questions aux intervenants par la boîte questions-réponses et pas par le chat. Donc les 2 boîtes sont à côté, c'est bien la boîte questions-réponses et je tâcherai de relayer les questions auprès des intervenants dans la limite du temps imparti au webinaire jusqu'à 15h30. Le webinaire ne traitera pas des questions générales sur la situation à Fukushima ou des questions techniques sur l'accident. Nous vous invitons à consulter à ce sujet les dossiers qui sont présents sur les sites des partenaires de ce webinaire, notamment la CRIRAD et le réseau Sortir du nucléaire. Nous allons donc commencer ce webinaire avec l'intervention de Tamotsu Matsubara. Bonjour, je m'appelle
保つ松原。皆さんこんにちは。この映画は2011年6月からおよそ5年間、福島第一原発から30キロ圏内、一般の人たちが立ち入り制限された区域内で被爆した牛を飼っている畜産農家を描いた記録映画です。冒頭部では牛舎で牛が餓死する悲惨なシーンがありますが、あの光景こそが原発事故を象徴する出来事の一つなんです。住民は何が起きているのかもわからず、着の身着のまま逃げろと言われ、あてもなく避難しました。特に北西へ避難した方向に濃厚な放射能を伴った雲、プルームが後を追いかけたんですね。放射能の雲や雨で住民たちは被爆しました。原発が爆発した時の風向きや危険性を関係者は知っていたはずなんですが、それを報告しなかったんです。国や原発に携わる人たちは意図的に情報をコントロールしたのです。本当にこれは人災と呼べる悲劇だと私は考えています。日本政府も当初からこの10年というのを保障や復興の区切りと考えていたようです。それゆえ、オリンピックを大義名分として国民の記憶から福島のことを忘れさせようとしているわけです。日本は広島、長崎と2度の原子爆弾の被害を受け、3度目は原発事故を経験しています。その恐ろしさは誰もが分かっているはずですが、一向に原発をやめる気配はありません。原発産業にはあまりにも多くの大企業、そして研究者が携わっているからです。事故が起きた後でも高い線量が残るふるさとへ住民を戻そうとする。ここに私は問題の本質があると考えます。原発事故は絶対に起きないという前提で、政府や電力会社は対策をこれまで行ってきました。特に東京電力は大きな津波が来るかもしれないという予測をしながらも、その対策をしてきませんでした。映画に登場している原発立地町、大熊町にある池田牧場、浪江町で原発反対を声高に叫ぶ希望の牧場、元浪江町の議員で一時は原発賛成派であった山本牧場、そして最も残留放射能が高い地域で牛を飼っている渡辺牧場。これらの牧場では牛の数は減っていますが、今も状況は変わらず、売れない牛を飼い続けています。早ければ今年、遅くても来年には池田牧場と山本牧場は除染が始まります。除染することで線量は低くなり、立ち入り制限が解除され、この地域に住むことが可能となります。本当にこういうところに10年経ったからといって住んでいいのでしょうか。すでに解除された地域の状況を見ても、放射能が残る地域に戻ってくるのや老人ばかりです。若い世代や子どもたちは戻ってきていません。これでは過疎化、高齢化がさらに進むだけで、決して活気があった元の町には戻りはしないのです。私自身、岩手大学の岡田教授が中心となって研究をしている低線量被爆の研究について非常に興味を持っていたわけなんですが、その後、重要な研究成果は出たのかと尋ねてみたところ、今、牛が白血病で亡くなっているケースが多く見られるようになってきたという話を聞きました。牛に関する白血病は2種類あって、一つはウイルス性のもの、もう一つは放射能によって血液の中の白血球が減少する白血病です。この2つ目のケースが実際に立証されれば、事故後の放射能は確実に人間にも害を及ぼすものと考えられるわけですね。ただし、ここにも大きな障害がたくさんあります。研究者は常に福島にいるわけではなく、解剖する牛が死んでから数日経っているために、正確なデータを
得ることが難しいこと。現在、白血病にかかった牛の血液を遺伝子検査しているわけなんですが、立証するためのサンプル数が少ないことです。それゆえ、被爆した牛に白血病が出現したという事実が証明されたとしても、注目されないのではないだろうかと私は危惧しています。世界で例がない低線量被爆が牛のような大動物に与える影響の研究に国は本当に関心を示していません。研究費も出さない。そういった姿勢の裏には原発推進派の人たちがですね、もしも人体に悪影響を与えるエビデンスが出たとしたら、それを封じ込めなければならないというような考え方、力が働いているのではないかと私は考えています。被爆した牛を農家はなぜ殺処分せずに飼い続けるのでしょうか。牛を飼い続けてもお金儲けには全くなりません。ここが、この映画を見た人が一番理解に困る点だというふうに思います。ただ、5年以上農家を取材し分かったことがあります。それは牛に対する農家の愛着であり、畜産農家としての矜持でもあり、そして抗いであると思います。被爆した牛は殺処分する。当初、国はこの考え方を貫いていたわけなんですが、原発事故から丸2年経った頃から少し方針をチェンジします。殺処分に従わない農家に配慮してきたわけなんですが、認めるための条件を出しました。それが繁殖をさせない、出荷させない、区域外には移動させない、餌代は自分で確保する。もしも牛が死んだとしても地下5メートル以上の穴を掘ってそこに埋葬するという厳しい条件を出してきました。牛を生かしたいと願う農家も死んだ後の埋葬も自己負担でっていうことになると費用の点ですごい重くのしかかってくるので、結局は殺処分に従いました。殺処分を実行するためには国は牛の所有者にサインを求めなければならない仕組みになっています。理由は、国民の財産を勝手に国が処分できないという理由です。ここに殺処分に反対する農家は、逆らったというか、抗っているわけなんです。国が被爆した牛を全て殺処分すると決めた背景には、国民の食の安全を守るためという国の大義名分があります。しかしながら、口蹄疫や狂牛病といった牛の伝染病の場合、国は特別の法律を作って強制的に殺処分することをしています。農家にしてみれば、食の安全に大きな影響を及ぼすのであれば、強制的に殺処分してほしい。せめて同意書にサインすることはさせないでほしい。自分が死刑執行の書類にサインをしたことになってしまう。そんな負い目を負ってしまうと、もう二度と牛をはじめ生き物を飼う制御にはつけない。国民に不利益を及ぼすんであれば、もう国の責任で勝手にやってほしい。それが登場人物の柴さんのインタビューした時の表情に現れていると思います。それがこちらのシーンです。自然豊かなとこでべこがってんのな、最高の幸せだったかもしれないけどな、もう夢のようだよ。もう、書いてもないしやれてもないよ。もうこのやりきれない表情が全てを物語っていると思います。国が強制的に処分するなら自分はそれに従うしかない。諦めもつく。国は被災者である農家に責任を押し付けた形を取りました。
これはまさしく農家の人権を蹂躙していると言えるのではないでしょうか。ここで実際に起きた農家のある悲劇を少しお話ししたいと思います。福島第一原発から50キロ離れた場所に住んでいる、相馬市というところなんですけども、そこに酪農家がいたわけなんですが、放射能を浴びた牛の、乳をですね、毎日絞っては捨てるという作業を繰り返していました。原発から30キロ圏内に住んでいた人たちへの賠償はそれなりにあったわけなんですが、この農家への賠償は最初のお見舞い金だけで、その後はほとんどありませんでした。手塩にかけた牛の乳を絞り、それを毎日毎日捨てていたわけなんですね。その農家はついに耐えきれず、精神が破綻して自殺をしてしまいました。原発事故から1年後の出来事でした。今の日本は普通の考え方が通用しない国になってしまっていると思います。起きてしまった原発事故を速やかに収束させ、住民が何が何でも帰還させようとしています。ここには政府とそれを政策を支え続けてきた経済産業省の原発政策、この過ちを絶対に認めないという考えが根底にあるんです。もし住民の命を第一に考えるのであれば、チェルノブイリのように30キロ圏内を立ち入り禁止区域に制限して遠くに避難させ、その生活を保障するような仕組みを考えるべきであったと私は思っています。私の個人的な意見で言えば、人体に悪影響を及ぼすセシウム137の半減期が来る30年後まで残留放射能の高いおよそ20キロ圏内を閉鎖すべきであるというふうに思います。そしてその30年後にやってきた時に住民に初めて戻る選択を与える。それまでは別の土地に避難してもらい、除染に相当するコストを住民へその保証として支払う方が本当に有効ではないかと考えます。でもこういった考えは今の国には全くありません。それよりも地図から町や村が消える、その汚点を残さないという方法を選んだわけなんですね。これは住民の命よりも国のメンツを重んじてきたというふうに言えると思います。この映画を通して言いたいことは、命を大切にする社会よりも経済を重視する社会になってしまった今の日本の姿です。そういった国は本当に人々に幸せをもたらすのでしょうか。もちろん日々生活していく、そのためにお金を稼ぐということは大切なことです。しかしそれを優先するあまり、人間の命、生命の尊厳を置き去りにするような国になっても良いのでしょうか。今の日本はそういう考え方が国にも国民にも蔓延しているように思えます。そういった社会は原発事故のように不幸な出来事が起こる確率が非常に高いと私は考えています。今や人間がコントロールできない原発エネルギーは決してコストが安くつかないということが分かったと思います。命を大切にする社会、そんな国に日本も世界もなってほしいと私は願っています。この映画を通して皆さんがそういうことに少しでも関心を持っていただければ幸いです。どうもありがとうございました。Merci Tamotsu Matsubara pour ce témoignage très fort qui parle de la situation actuelle de ces éleveurs depuis votre film. On vous retrouvera tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Vous aurez les traducteurs
J'annonce maintenant la communication, l'intervention de Bruno Charéron de la CRIRAD qui va compléter cette intervention. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais lancer la présentation tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? OK. Donc, je vais vous parler du fait que la contamination est vraiment très, très durable. Et je vais illustrer ça à travers la question de l'irradiation externe, c'est-à-dire le fait que tant que les sols contiennent ce césium radioactif, les personnes qui marchent sur ce sol sont irradiées en permanence. Alors, je m'appelle Bruno Charéron, donc de formation, je suis ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de la CRIRAD. La CRIRAD, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1986 en France, après la catastrophe de Tchernobyl, en réaction aux mensonges des autorités. Et pour y réagir, elle s'est dotée de son propre laboratoire d'analyse. Et nous avons pu aller au Japon, faire des mesures en mai-juin 2011, et constater à quel point la population japonaise, non seulement n'avait pas été correctement protégée au moment des rejets massifs, mais que même pratiquement plus de 2 mois après les retombées, la population était vraiment absolument pas évacuée et traitée de manière à réduire sérieusement les doses de radiation. Alors, sur ce document, vous avez une carte officielle produite par les autorités japonaises, sur laquelle est présenté le taux de radiation, ce qu'on appelle le débit de dose, en microsieverts par heure, à 1 mètre au-dessus du sol. Et vous avez donc plusieurs cercles concentriques. 20 km, c'est la zone qui a été totalement évacuée. 30 km, c'est une zone où on a demandé à la population de se mettre à l'abri pendant les rejets. Et vous voyez très bien que la contamination, le taux de radiation est très important, bien au-delà d'un cercle de 20 ou de 30, même en ville de Fukushima, ici, qui est à plus de 60 km, le taux de radiation est tout à fait important. Toute la couleur bleu pâle, ce sont des zones où le taux de radiation au 29 avril 2011, c'est-à-dire plusieurs semaines après les retombées, était encore supérieur à 1 microsievert par heure, c'est-à-dire plus de 10 fois le niveau de radiation normal. Et si vous vivez sur des zones comme ça, même en prenant en compte la protection qu'apportent un petit peu les murs des bâtiments, la dose subie dépasse 4 millisieverts sur l'année qui suivra. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes, en réalité, même les zones bleues qui sont à 50 km, à 60 km, les zones bleues pâles, toutes ces personnes auraient dû être évacuées durablement si on avait voulu qu'elles ne dépassent pas, dans l'année qui suivra, une dose supplémentaire supérieure à 1 millisievert par an. Alors, comment se fait-il que toutes ces personnes n'ont pas été évacuées? C'est parce que, vous le savez, les autorités japonaises ont changé les normes. Habituellement, donc, en termes de risque de cancer, on ne doit pas dépasser une dose annuelle limite de 1 millisievert par an. Et du fait de la catastrophe de Fukushima, cette limite a été passée à 20 millisieverts par an, c'est-à-dire que des populations vivant sur des territoires qui donnent une dose 20 fois supérieure à la normale, c'est-à-dire un risque de cancer 20 fois supérieur à la normale, eh bien ces personnes, on les a laissées vivre dans ces zones contaminées. Et ça, la France a un rôle très important là-dedans, parce que si cette réglementation a été mise en place, c'est parce que le lobby nucléaire international, et en particulier français, à travers une structure qui s'appelle le CEPN, dont fait toujours partie EDF, le commissariat à l'énergie atomique et l'IRSN, cette structure a réussi à imposer sa vision au sein de la Commission internationale de protection radiologique, et donc à faire en sorte que, en cas de retombée radioactive, les gouvernements peuvent autoriser à ce que les gens restent sur des zones qui sont vraiment très irradiantes. Et c'est ce qui se passera probablement en France si une catastrophe nucléaire nous frappe, parce que le gouvernement français a retenu d'un point de vue réglementaire ce type de niveau 20 fois supérieur à la normale.
C'est donc malheureusement pas étonnant qu'en allant sur place fin mai 2011, nous ayons rencontré ce type de situation ubuesque. Cet agriculteur qui est en photo sur l'image est dans son étable. Il est dans la région de Itate, précisément Itate-Nagadoro, c'est-à-dire à peu près à 31 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima Daiichi. Le taux de radiation dans la zone est 100 à 200 fois supérieur à la normale. Devant chez lui, nous mesurions 13 microsieverts par heure. Et c'est quelqu'un qui aurait absolument dû être évacué. On peut démontrer par le calcul que depuis le début de la catastrophe, c'est-à-dire plus de 2 mois et demi, il a déjà pris des dizaines de millisieverts et qu'en le laissant continuer à vivre là, il continue à être irradié de façon très importante. Non seulement quand il est à l'extérieur, dans ses champs, mais aussi quand il est chez lui. Si le taux de radiation devant sa fenêtre à l'extérieur est de 13 microsieverts par heure, devant la fenêtre, à l'intérieur de son salon, devant la fenêtre, on est encore à 5,5 microsieverts par heure, c'est-à-dire 50 à 100 fois le niveau normal. Et en s'éloignant un tout petit peu de la fenêtre, au centre de son salon, on est encore à 2,5 microsieverts par heure, c'est-à-dire 25 à 50 fois le niveau normal. Tout ça pour vous dire aussi que même à l'intérieur des habitations, la radiation extrêmement puissante, les rayonnements gamma très pénétrants qui sont émis par le césium-137, ce métal radioactif qui imprègne toujours les sols à l'extérieur, cette radiation vous atteint même quand vous êtes chez vous. Et donc, pour calculer la dose totale subie sur une année par une personne, il faut bien prendre en compte la dose qu'il reçoit à l'extérieur et la dose qu'il reçoit à l'intérieur. Ce fermier, cet éleveur, n'avait pas été évacué. Les autorités lui avaient fourni un dosimètre. On l'a vraiment invité à partir de là au plus vite. Il nous a dit que tant qu'il n'avait pas vendu son troupeau, il ne pouvait pas, et on le comprend, il ne pouvait pas se résoudre à quitter sa ferme. Alors sur ce graphique, vous avez quelques résultats, on ne regardera qu'une ligne de prélèvement de sol que nous avons fait au Japon fin mai, début juin. Donc la ligne qui est coloriée représente les mesures faites devant la ferme de cet agriculteur. Si vous regardez la colonne du césium-137, on a mesuré dans le sol plus de 2 millions de becquerels par mètre carré de retombées radioactives. Le césium-134, c'est la même valeur. Et l'iode-131, c'est 11 fois plus, 25 millions de becquerels par mètre carré. Donc il faut bien comprendre que cette population a consommé des denrées qui ont été très exposées à ces retombées, parce que si on a encore ça sur le sol fin mai, début juin, on peut imaginer ce qu'il y avait donc dans l'alimentation, le couvert végétal, les végétaux qui étaient cultivés, et donc il y a eu déjà une forte contamination des populations par inhalation et par ingestion. Mais en continuant à vivre sur ces territoires, même si vous arriviez à vous approvisionner en denrées alimentaires saines en les achetant à disons une centaine de kilomètres, vous continuez à être irradié par le césium-137 qui est toujours dans le sol. Sur ce document, vous avez des calculs théoriques du débit de dose en microsieverts par heure en fonction du temps. Alors regardez simplement la colonne qui s'appelle débit de dose césium-137 et césium-134. Au 1er juin 2011, sur ce lieu, la dose théorique était de 17 microsieverts par heure, c'est-à-dire, disons, ordre de grandeur plus de 200 fois le niveau normal. Le césium-137 a une période de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité va être divisée par 2 tous les 30 ans. Le césium-134, 2 ans, elle est divisée par 2 tous les 2 ans. Si on fait le calcul, actuellement, 11 mars 2021, le taux de radiation a baissé. Au lieu de 17 microsieverts par heure, il est de 4,5, mais c'est encore 45 à 90 fois plus que la normale. Et on peut montrer que si vous vivez dans cet endroit, en considérant la dose à l'extérieur et à l'intérieur, reportez-vous à la partie droite de la ligne, la dose cumulée sur un an sera de 24 millisieverts, c'est-à-dire bien plus que la limite normale qui est de 1 millisievert par an.
Et même le 11 mars 2050, la dose sera encore de 2 microsieverts par heure, c'est-à-dire en cumul sur une année de 11 millisieverts, c'est-à-dire plus de 10 fois la dose maximale annuelle admissible. Pourtant, nous sommes là à 31 km de la centrale. Tout ça pour vous dire simplement que un certain nombre d'agriculteurs qu'on voit dans le film continuent à aller entretenir, s'occuper de leurs troupeaux dans des zones qui les soumettent à des taux de radiation, eux, en tant qu'êtres humains, qui sont tout à fait anormales, qui sont bien supérieurs aux limites sanitaires habituelles. Alors bien sûr, on nous dit, mais pas de problème, tout ça, ça va être décontaminé petit à petit. Sauf qu'on ne peut pas décontaminer des territoires aussi vastes. Nous avons fait des mesures ici dans la région de Daté, dans cette maison, une maison individuelle, qui a été décontaminée à titre expérimental par les autorités pendant 3 mois. Des équipes de plusieurs techniciens ont lavé le toit au Karcher, ont décapé la terre immédiatement autour de la maison, ont changé les cailloux décoratifs, ont ébranché les arbres, vous le voyez ici, les branches basses des arbres dans la colline en face ont été éliminées, parce que tout simplement le feuillage comporte du césium radioactif et émet des radiations. Et bien malgré tout ça, le taux de radiation dans la maison continuait à être supérieur aux limites sanitaires. Pourquoi? Parce que le césium radioactif est toujours sur une partie de la terre de la colline, il est toujours dans le jardin, ce qui nous a beaucoup choqués, c'est-à-dire que si la terre a été enlevée autour de la maison, elle n'a pas été dans le jardin. C'est quand même incroyable. Et le césium est toujours présent sur la berge de la rivière qui est juste à côté. Autrement dit, les rayonnements gamma très puissants émis par toute cette contamination autour de la maison continuent à irradier ces personnes. Comment peut-on imaginer de décontaminer des prairies entières et des forêts alors qu'on n'est même pas en capacité de décontaminer une seule maison? Cette diapositive pour vous rappeler qu'il n'y a pas que la préfecture de Fukushima qui a été l'objet de retombées tout à fait importantes suite à la catastrophe. Si vous regardez l'image de droite qui est plus parlante, elle comporte les valeurs officielles du dépôt de césium 134 et 137. Et regardez les couleurs bleu pâle, ce sont des retombées disons, qui sont de plusieurs dizaines de milliers de becquerels par mètre carré. Et vous voyez qu'elles concernent aussi bien des zones, des préfectures au nord de celle de Fukushima, celle de Miyagi, celle d'Iwate, et puis des préfectures bien plus éloignées comme celle de Gunma, et bien sûr Ibaraki et la partie nord de Tokyo. Donc cette contamination, elle a atteint de très vastes territoires. On peut considérer que ce sont des millions de personnes qui ont été exposées à des doses significatives. Et si on compare à la France, par rapport aux retombées de Tchernobyl, si on retient, mettons, la valeur de 30 000 becquerels par mètre carré en césium-137, c'est la carte, sur la carte de gauche, vous avez le césium-137 seul, plus de 30 000 becquerels par mètre carré, ce sont certaines zones en grisé ici, vous voyez. Eh bien, en France, la CRIRAD a montré qu'à cause des retombées de Tchernobyl en 1986, nous avions des niveaux comparables à plus de 30 000 becquerels par mètre carré dans de vastes portions du territoire, puisque ça va de la Corse jusqu'à l'Alsace. Et souvenez-vous qu'à cette époque, en France, le ministère de l'Agriculture, par un communiqué du 6 mai 1986, nous avait dit: le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Donc la CRIRAD s'est battue pour faire reconnaître que c'était faux. Au contraire, la France a bien été touchée et il aurait fallu en France à l'époque prendre des mesures sanitaires pour interdire la consommation de certaines denrées alimentaires. Et dans ces cas-là, les populations, comment dire, les groupes socio-professionnels les plus impactés, ce sont bien sûr les agriculteurs et les producteurs de légumes, de lait, parce que leurs denrées deviennent invendables. Pour que ça soit vendable, évidemment, les réglementations sont revues et en cas de nouvelle catastrophe en France, les seuils admissibles dans les aliments seront à des niveaux très élevés, c'est-à-dire que les denrées pourront être vendues, par contre les doses que le consommateur
subira seront très importantes. Maintenant, j'ai 2 questions pour le réalisateur, Monsieur Matsubara. La première, c'est est-ce qu'il peut nous expliquer un petit peu la genèse de son film, pourquoi et comment il s'est intéressé à cette situation et comment il a tenu pendant plus de 5 ans pour suivre la situation. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il peut nous expliquer comment ont été fixées les indemnités que reçoivent ces agriculteurs, ces éleveurs, pardon. Est-ce que ça dépend du nombre de bêtes? Est-ce que ça dépend de la surface de leur terre? Est-ce que ça dépend du chiffre d'affaires avant la catastrophe? Voilà, je vous remercie. Vous retrouverez des éléments sur le site de la CRIRAD et sur notre film Invisible retombée, réalisé par Chris Huberman, dont vous avez le lien ici. Merci Bruno pour cet exposé très pédagogique et pour les questions auxquelles M. Matsubara répondra dans un deuxième temps. Et pour cette transition offerte vers la question de la situation des agriculteurs, pour en témoigner, je laisse la parole à Bruno Chaveron, qui est agriculteur, et Non. Thierry Jacot, pardon, je le regarde en même temps et du coup, qui est agriculteur dans les Vosges et qui va intervenir au nom de la Confédération paysanne sur cette question des agriculteurs dans l'accident nucléaire. Ouais. Donc, bonjour à tous. Je voudrais faire juste une petite rectification quand tu m'as présenté tout au début. J'élève effectivement aussi des chevaux, mais c'est pas pour la viande, hein, c'est pour le plaisir de la monte, là, voilà, de la balade. Bon, donc, moi, au nom de tous les paysans du monde, je tiens à remercier Monsieur Matsubara pour avoir réalisé ce film donc, qui montre la face cachée du nucléaire, hein, l'accident grave et sa gestion par l'État. Et bien, donc l'impact sur la population, et notamment pour les paysans. Donc il restera comme un témoignage de l'horreur nucléaire. Puis ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la promotion du film et à la mise en place de ce webinaire, notamment l'association Non Voisins Lointains 3.11, dans un contexte sanitaire particulier hein, qui a mis en évidence la fragilité et l'incohérence de notre système économique mondialisé. Voilà, donc ce film, moi quand je l'ai regardé, il m'a laissé complètement pantois. Voilà, même si je connais les problématiques du nucléaire, mais là on a une réalité, la réalité en face de l'après-accident pour nous paysans, donc c'est quelque chose d'impensable. On a diffusé donc au comité national de la Confédération paysanne ce film cette semaine, là, mercredi soir, et donc les paysans qui étaient là dans la salle discutaient un petit peu au début de la projection du film, mais à la fin du film, plus personne ne parlait, et tout le monde était pris dans ses pensées en se disant effectivement, nous ici en France, on n'est pas à l'abri d'un accident avec toutes nos centrales vieillissantes, et on habite tous pas loin d'une centrale ou d'un site nucléaire. Donc voilà, ça nous a fait tous réfléchir à l'existence même de notre métier et de notre fonction de paysan, donc, et de nourrir nos concitoyens. Voilà, donc effectivement, moi d'un autre côté, donc je milite contre le projet CIGEO là, à Bure dans la Meuse. Donc voilà, on parle de tous ces problèmes-là qui vont forcément arriver un jour, malgré le discours des autorités. Mais on n'est pas entendu, bien sûr, puisque les nucléocrates ont toujours la bonne solution et arrivent toujours à trouver, à détourner la problématique vers autre chose, quoi. Donc c'est lamentable. Donc CIGEO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un projet d'enfouissement de déchets les plus radioactifs, hein, puisqu'ils concentrent à eux seuls 99% de toute la radioactivité des déchets produits en France. Donc il serait
enterré à 500 mètres sous terre, dans 270 km de galerie, donc plus important que le métro de Paris. Ça consommerait 600 hectares d'installations donc de surface, dont des puits de ventilation de gaz souterrain toxiques, situé à l'endroit même d'un bois existant à l'heure actuelle de 350 hectares qui serait rasé à l'occasion. Donc, il y a un réseau routier et ferroviaire commun à la population et aux déchets nucléaires. Donc, un projet estimé sur une durée de 130 ans de travaux simultanés de creusage et d'entreposage. Donc, vous voyez un petit peu la dangerosité de fonctionner comme ça. Et donc, pour un coût estimé entre, alors là, c'est une fourchette vraiment très très large, entre 25 et 100 milliards d'euros. Et surtout, un legs pour les générations futures pour des milliers d'années, quoi. Donc, voilà, l'horreur du nucléaire, comme disait Matsubara, voilà, c'est vraiment une énergie qu'on ne maîtrise pas du tout et on veut nous faire croire le contraire, quoi. Voilà, donc pour moi, le nucléaire, c'est le paroxysme de la folie humaine, pour rester courtois, hein, tout comme les OGM, car nous jouons là les apprentis sorciers sans se préoccuper réellement des risques et des conséquences sur le long terme pour l'homme et l'environnement, quoi. Ouais, moi, la nature m'a toujours fasciné et depuis que je suis éleveur, mon rapport au règne végétal et animal s'est encore plus amplifié. Je sais aujourd'hui que tout sur Terre est interconnecté et que les animaux comme nous sont des êtres sensibles avec leur compréhension propre de ce qu'ils vivent. Je sais également qu'un vrai paysan prend un engagement fort sur le long terme envers ses animaux. Donc, si j'étais amené à vivre la même chose que mes collègues japonais, hein, face à une catastrophe nucléaire, je sais aujourd'hui que je ferais comme eux, quoi. Je ne pourrais pas faire abattre mes animaux. Je ferais tout pour qu'ils continuent à vivre voilà, leur vie. Et comme moi, et même si je savais que je prenais des gros risques en continuant à les élever, en continuant à les nourrir, je le ferais quand même, voilà, parce que cet engagement fort, il nous lie et on ne peut pas couper le lien comme ça, quoi. Voilà, c'est quelque chose de trop fort, quoi. Donc, au sortir de la vision du film, moi, ce qui m'a le plus révolté, c'est qu'on ment à la population en lui faisant croire que le nucléaire est sûr et que l'accident grave n'arrivera jamais. Donc ce film nous montre bien que l'État n'a pas préparé du tout la population à ce genre de catastrophe, hein, mais dans tous les pays c'est pareil, hein, chez nous c'est pareil, tout ce qu'on fait c'est de distribuer des cachetons d'iode, voilà, mais c'est pas ça qui va régler tous les problèmes liés à un accident nucléaire, quoi. Donc voilà, l'impréparation de la population à ce genre de catastrophe, et notamment pour les paysans, hein, puisque certains, comme on le voit dans le film, ont laissé leurs animaux attachés, enfermés, pensant sans doute hein, qu'ils pourraient revenir sur les lieux rapidement, quoi. Alors que si on les avait préparés, voilà, effectivement, il faut que les gens partent, mais les paysans, au moins, qui libèrent leurs animaux enfermés, quoi, pour que les animaux se débrouillent et ne meurent pas dans ces conditions atroces, quoi. Enfin, en tant qu'éleveur, quand on voit ces photos là, mais c'est atroce. Mais bon, d'un autre côté, tout ça, nous aussi, on l'a vécu en France au travers de crises sanitaires, hein, comme la vache folle, et puis encore là récemment avec la grippe aviaire, où plus de 3 millions de canards ont été tués. Et, enfin voilà, notre société consumériste en est là, quoi. Dès qu'il y a un problème, ben, c'est facile, on tue tout le monde. On brûle tout ça ou on enfouit tout ça, et ni vu ni connu, mais pour nous, éleveurs, eh ben, psychologiquement, ça nous marque et on ressort jamais indemne d'une histoire comme ça. Donc là, c'est encore pire, quoi, parce que la radioactivité, c'est quelque chose qu'on voit pas non plus, quoi. Donc on n'a pas l'impression qu'elle est là, mais elle est bien là, quoi. Donc il en faut du courage et de l'amour à tous ces éleveurs pour retourner sur la zone interdite
s'occuper de leurs troupeaux irradiés, sans aucun soutien de l'État. C'est qui les laisse seuls face à leur triste sort. Ils doivent même, c'est dit dans le film, hein, continuer à rembourser leurs emprunts. C'est complètement inadmissible. Heureusement que dans tout ça, il reste encore une part d'humanité chez nombre de personnes qui leur viennent en aide financièrement et ou physiquement. Mais quand on voit l'un des éleveurs partir sur les routes pour aller crier son dégoût du nucléaire et de son monde en ville, on s'aperçoit que la population n'est pas vraiment à l'écoute, qu'elle ne veut pas savoir ou veut oublier. Mais on sent bien là que la propagande d'État fonctionne, quoi. Donc la solidarité qui s'est créée au sein de tous les éleveurs, moi, vraiment, elle me fait chaud au cœur. Ainsi que l'engagement du vétérinaire et de son équipe pour fournir un minimum de soins aux animaux et suivre les effets des radiations sur leur organisme, malgré encore là les moyens limités qui sont mis à leur disposition et le désintéressement total des autorités pour étudier dans le temps ces vies irradiées. C'est quelque chose que je ne m'explique pas, moi. Je ne comprends pas qu'on ne profite pas, entre guillemets, de cet accident justement pour faire des études sur le comportement des animaux vis-à-vis de la radiation. Voilà, ça pourrait servir à d'autres endroits, à d'autres moments qui arriveront sûrement, hein. Voilà. Donc, moi, en tant que paysan, je peux être que révolté de voir comment mes collègues du Soleil Levant sont traités par l'État, qui ne pense qu'à étouffer le problème, donc comme on le voit, pour que rien ne vienne entacher l'économie, hein, et le bon déroulement des futurs JO donc, qui auront lieu dans ce pays. Donc ce désengagement politique, encore une fois, est une honte. Et donc, moi, en tant qu'être humain conscient de faire partie d'un vaste écosystème planétaire où tout a sa place, je connais toute l'importance de ne pas dérégler cette grande et belle mécanique au risque d'être confronté à de graves problèmes sociaux, sanitaires, environnementaux et climatiques qu'on a déjà connus et qu'on va encore connaître plus fortement dans les années à venir puisqu'on ne change rien du tout, hein. Et que malheureusement l'homme moderne, il est galvanisé par sa technoscience toute puissante et n'a eu de cesse donc, au fil du temps de s'éloigner de plus en plus de la vraie réalité existentielle de la vie en elle-même, de la vie biologique, et de détruire toujours un peu plus son fragile milieu de vie au profit d'un système économique de plus en plus sans limite. Donc en France, pays de l'atome par excellence, le nucléaire civil et militaire est donc intrinsèquement lié, puisque comme nous a rappelé notre président Macron fin 2020, là, en nous disant, voilà, pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil, et inversement. Donc voilà, on voit pourquoi la France n'arrêtera jamais l'énergie nucléaire si on ne la force pas non plus à arrêter ces atrocités d'armes atomiques. Donc le nucléaire est joué d'une bonne image auprès d'une grande majorité de la population chez nous, du fait d'un lobbying puissant, hein, qui ont vraiment de gros moyens, donc à tous les niveaux de la société, et du fait que nous n'avons encore jamais connu d'accident grave. De plus, dans ce contexte de dérèglement climatique, l'énergie nucléaire est vantée par l'État notamment comme étant décarbonée, donc faisant partie de la solution. Bon, c'est vouloir nous faire oublier un peu vite que la caractéristique principale du nucléaire, c'est pas celle-là, mais c'est son extrême dangerosité pour l'homme et son environnement, puisque nous ne la maîtrisons absolument pas du tout, et que nous ne savons toujours pas comment gérer les nombreux déchets dangereux qu'elle produit, hein. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire des restes lorsqu'on démantèle une centrale nucléaire, et donc c'est pareil pour tous les autres déchets qu'on entrepose à droite à gauche
voilà, ou qu'on veut enfouir sous terre, quoi. Et puis donc sa deuxième caractéristique, pour moi, c'est le côté financier, hein. Le nucléaire est un vrai gouffre financier, quoi. Avec tout le fric qu'on a déjà foutu là-dedans, on pourrait être aujourd'hui indépendant au niveau des énergies et avoir que des énergies renouvelables sur Terre, quoi. Donc on voit bien que les logiques économiques n'ont donc que faire d'abandonner ou de sacrifier tout un territoire au profit de tous les autres, pourvu que la machine financière continue de fonctionner. Donc voilà, je vais donc poser mes deux questions à M. Matsubara. Donc voilà, moi je voulais savoir si les paysans des environs de Fukushima ont subi des contrôles, analyses en fait réguliers pour suivre leur état de santé. Et la deuxième question, c'est est-ce que ces mêmes personnes irradiées sont prises en charge par l'État sur le plan du logement, des emplois, des salaires? Est-ce que on leur a redonné des terres agricoles plus loin pour recommencer une nouvelle vie d'éleveur? Voilà, donc je vous remercie tous et toutes de votre attention et voilà, suite à la suite. Merci Thierry, du coup, pour ce témoignage de l'éleveur et aussi du citoyen en colère. Avant donc que les réponses aux questions soient données, je vais laisser la parole pour deux autres intervenantes qui vont réagir à ces propos et qui vont poser aussi des questions. Sonia Marmottan, qui est une citoyenne fâchée et inquiète de devoir vivre avec le risque nucléaire, qui est habitante de Rhône-Alpes, donc une des zones les plus nucléarisées du monde, et qui milite depuis 10 ans pour informer ses concitoyens et ses concitoyennes sur les conséquences nocives de l'industrie atomique. Je te laisse la parole pour quelques minutes et pour quelques questions supplémentaires. Donc bonjour, merci à Monsieur Matsubara, à Bruno Charéron, et à Thierry Jacot pour leurs éclairages. Moi, je vais partager avec vous quelques réflexions sur le film. Je voudrais d'abord dire que j'ai été beaucoup touchée par ce film, moi aussi, par les témoignages des éleveurs et le destin tragique parfois de leurs animaux. Cela fait ressurgir en moi des émotions et des interrogations qui m'habitent depuis longtemps. Depuis que, lorsque j'avais 13 ans, j'ai vu les images à la télévision de l'accident de Tchernobyl. Depuis ce temps, j'ai pris le temps donc de m'informer sur le nucléaire et des récits de vie gâchés par le nucléaire. J'en ai vu beaucoup, beaucoup trop. Et ce film s'ajoute, le sort de ces éleveurs, de ces troupeaux, fait écho en moi à toutes ces histoires. Alors, je pense que c'est un film qui est nécessaire, important en tant que témoignage historique, bien sûr, mais aussi parce que, comme ça a été déjà évoqué, eh bien, une grande majorité des gens aujourd'hui ne sait pas ce qui se cache derrière les publicités et les discours favorables au nucléaire. En ce moment, comme ça a été évoqué, il y a de nouveau un retour sur le devant de la scène de discours en faveur du nucléaire. Et donc j'espère que ce film contribuera à ouvrir les yeux de beaucoup de personnes et que de moins en moins de gens seront dupes des beaux discours sur le nucléaire. Pour ma part, je pense que personne ne veut vivre dans un environnement qui est rendu nocif par la radioactivité, que personne ne veut devoir quitter son foyer, son travail, voir son pays pollué, ruiné à cause d'un accident nucléaire. Et en tant que mère de famille, je n'accepte pas de vivre avec le risque d'accident nucléaire grave. Comme ça a été dit, j'habite dans une des régions les plus nucléarisées au monde et je ne cautionne pas non plus les autres conséquences néfastes du nucléaire, dont certaines ont été déjà évoquées. J'ajouterai l'irradiation des travailleurs, la pollution chimique et radiologique chronique occasionnée par les installations.
Et malheureusement, tous ces sujets n'ont pas du tout la place qu'ils méritent dans le débat démocratique et il faut nous mobiliser pour que ça change, pour laisser moins de place aux discours qui minimisent les conséquences négatives du nucléaire et qui exagèrent ses avantages. Ça a été dit aussi, je crois, le risque d'accident en France est actuellement élevé, notamment à cause du vieillissement des centrales, des difficultés financières d'EDF et des nombreux défauts de fabrication des équipements. Et ça a été évoqué aussi par Bruno Charéron, l'État français a choisi d'appliquer les normes de pollution les plus élevées en cas d'accident, afin de limiter au maximum non seulement les évacuations et les indemnisations, mais aussi les conséquences économiques, notamment sur l'agriculture. Alors la question des zones agricoles, ça a été bien sûr beaucoup évoqué, c'est abordé dans le film et c'est particulièrement important, d'une part parce que les centrales ont été construites dans les campagnes et aussi à cause des particules radioactives qu'on peut incorporer via la nourriture et qui occasionnent des radiations internes qui sont dangereuses à de plus faibles doses que les radiations externes. Donc, nous sommes tous concernés en tant que consommateurs, si on n'est pas paysan comme c'est mon cas, par la contamination des zones agricoles et il faut vraiment nous mobiliser, entre autres, pour cette raison-là, contre le nucléaire. Pour conclure, je voudrais saluer la résistance des éleveurs et des éleveuses de Fukushima. Elles ont eu le courage de s'opposer aux mesures, de retour à la normale, au risque donc non seulement de leur santé, mais aussi de paraître fous ou folles. En effet, le gouvernement leur propose d'aller sur d'autres terres, élever d'autres bêtes, ce qui semble raisonnable, mais qui serait oublier un peu vite ce qui s'est passé et le fait que la radioactivité, elle, reste sur place. Alors, la folie, je rejoins en ça Thierry, la folie n'est-elle pas plutôt de croire qu'on peut vivre normalement avec le nucléaire, surtout lorsque l'accident nucléaire s'est produit? Donc, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous et qui m'ont été inspirées par le film. Et je voudrais terminer par une question à Monsieur Matsubara. Est-ce que nous pouvons, nous, depuis la France, aider les éleveurs, puisque 10 ans après, certains ont encore les troupeaux à leur charge, pouvons-nous les aider dans leur combat? Merci. Merci beaucoup, Sonia. Et je donne la parole maintenant à Kurumi Sujita, qui est anthropologue et retraitée du CNRS. Elle a mené une recherche sur des sinistrés de l'accident de Fukushima, Daiichi, originaires des territoires situés en dehors des zones d'évacuation. Et elle est fondatrice de l'association Nos voisins lointains 311. Donc, je lui laisse quelques minutes et poser une question. Bonjour et merci aux intervenants, intervenantes et surtout aux participants qui sont en train de nous regarder. Et de ma part, je me demande quel est l'objectif du gouvernement japonais. Et tout cela, soit pour les agriculteurs, éleveurs, soit pour des évacués, ressemble en quelque sorte à une mise à mort lente, c'est-à-dire maintenir des victimes dans un état de suspension, ce qui rend la vie très difficile. Et il devient quasiment impossible de tourner la page et recommencer la nouvelle vie. Pour les éleveurs, il aurait pu y avoir d'autres alternatives, hein, mais le gouvernement ne s'y intéressait pas. Et de plus, comme on a vu, il a refusé de financer et soutenir la recherche sur les effets d'exposition à faible dose sur les vaches. Et pour les agriculteurs travaillant le sol, le gouvernement ne s'intéresse qu'à la contamination des denrées et ne s'occupe pas de la santé des agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, si la plupart des aliments produits à Fukushima ne présentent pas de risque de contamination
dépassant le seuil de sécurité alimentaire, c'est parce que les agriculteurs font un énorme effort pour réduire le transfert de substances radioactives de la terre vers les plantes. Or, ces substances radioactives demeurent, elles restent dans le sol. Par conséquent, les agriculteurs courent un risque élevé d'irradiation interne en inhalant les poussières. Le gouvernement japonais fait la sourde oreille suite à la demande répétée de la Confédération paysanne de Fukushima pour demander d'effectuer la mesure de la contamination, mesure de la densité de la contamination de la surface du sol. Et j'ai entendu dire qu'il y avait le projet d'une grande ferme avec un nombre de têtes de bétail important qui serait installée dans une ex-zone d'évacuation. Et tout comme les Jeux olympiques, ne s'agit-il pas, est-ce que ce n'est pas pour faire de Fukushima une façade, une sorte de vitrine pour montrer au monde qu'un post-accident nucléaire est maîtrisable? Alors que maintenant, tout le monde sait qu'après Fukushima, d'autres accidents nucléaires sévères soient très probables. Donc, n'est-ce pas ce message important qui est vraiment en question, l'essence de désinformation qui convient à l'industrie atomique et bien sûr au gouvernement français et japonais, entre autres. Je m'arrête là pour laisser le temps pour traiter des questions qui arrivent de participantes, spectateurs, et merci à votre attention. Merci Kurumi. Et on va maintenant pouvoir passer à une deuxième phase dans laquelle Tamotsu Matsubara va pouvoir donner des réponses à toutes les questions qui ont déjà été posées avec l'aide des traductrices et traducteurs. Sachant que pour l'instant, vos micros sont fermés. Donc, je vous invite à réouvrir vos micros pour répondre aux questions et faire les traductions aux participants. Quelqu'un doit annoncer la question Du coup, la première question qui était posée par Bruno Charéron était comment était né le projet de film et par quel mode de calcul, enfin quel était le mode de calcul utilisé pour les indemnisations, pour les évacuer de force. Est-ce qu'elles dépendaient des surfaces des terres, du nombre de têtes, etc. ブルーノさんからの質問なんですが、はい映画を作るきっかけは何でしたでしょうか？映画を作るきっかけは、私は非常に日本の歴史とか世界の歴史が好きなので、福島で映画の中のワンシーンにあった相馬の野馬追という侍の祭りを取材することが、一つきっかけでした。Donc, je suis beaucoup intéressé par l'histoire du Japon et en fin de compte, ce qui a lancé ce documentaire, c'était à l'occasion de mes recherches sur les chevaliers samouraïs en fait au Japon. で、その相馬の野馬追を私は40年前に一度取材をして、
強烈に頭の中に残っていたので、福島の原発が爆発した後に、その祭りがなくなってしまうんじゃないかということで、福島に通い出したわけです。Donc forcément, suite à l'explosion du réacteur nucléaire, je me suis demandé est-ce que le festival dédié à ces samouraïs disparaîtrait ou pas, puisque forcément, ce serait difficile de continuer à faire ça avec toute la radioactivité autour. で、その相馬の野馬追を取材していくうちに、福島に何度も何度も通っていく間に、この牛を飼っている農家さんたちのことを知って、そこから相馬の野馬追と並行して、この牛の飼っている農家さんたちの取材を始めたわけです。Donc, à force de faire des allers-retours à Fukushima pour faire ces recherches sur ce festival et puis cette tradition, j'ai appris peu à peu à connaître en fait les éleveurs là-bas et qui continuaient à élever leurs vaches. Et de fil en aiguille, ça a mené à ce documentaire. 私は当初、この農家さんたちはもっと早く諦めるものだと思っていましたけども、彼らはなかなかそう簡単に諦める人たちではなかったので、ずっと取材を続けるということになってしまいました。Donc, je pensais que ces éleveurs allaient abandonner assez vite, mais en fin de compte, ils ont été vraiment très résilients et c'est pour ça que j'ai pu continuer ma documentation pendant tout ce temps pour ce film. なので、最初からこの映画を作るために、農家さんたちをターゲットにして取材をしたということではないんです。Donc au final, ce documentaire, il a été fait sans pour autant, à la base, avoir en tête l'idée d'aller interviewer ces éleveurs. Donc ça, c'était la première question de Bruno. Et donc pour la deuxième, au sujet du calcul des compensations, その農民たちへの賠償についてなんですが、どんなふうにどのように計算されたのでしょうか。例えば牧場の広さによったり、牛の数によったりしていますか。まず賠償なんですけども、今回の牛に関しては、牛1頭が市場で取引される値段で全て東京電力から賠償金が支払われました。牛1頭についてだいたい80万から140万ぐらいの間ですね。それはもう牛の大きさにもよりますけども、市場価格で、それは早い段階で賠償されました。Alors, il y a une proposition pour les remboursements, pour rembourser en fait les dégâts. Il y a une proposition de la compagnie électrique de Tokyo et le prix par tête proposé par la compagnie électrique, ça a été environ en général de 80 000 yens, c'est-à-dire environ 800, un peu moins de 800 euros. で次に、土地についてなんですけども、土地については、基本農業をやってる人たちは、土地の面積によってある一定の保証額というものが定められて、それについては賠償がされました。ただし、それは農家の場合であって、その土地から生産される野菜だとか、そういうことが前年と比べていくらで取引されたっていうことを実績に計算された数字です。Ensuite, pour les fermiers, il y a aussi une histoire d'assurance pour les terres normalement. Et à ce niveau-là, ça a été remboursé convenablement. Par contre, au niveau des légumes, si je ne me trompe pas, alors ils n'ont pas pu être
remboursé au même niveau que les précédentes années, peu importe ce qu'ils faisaient. 他にも言ったらそこで働いていた人たちが働けなくなったということで、それを仕事がなくなったことに対する保証も出ています。Et tous ceux qui n'ont pas pu continuer à travailler ont été forcés de partir autre part, en fait. プラス、結局、自分の生まれた故郷に帰れないという精神的な苦痛を与えたことに対する慰謝料もプラス換算されて出ています。Donc on leur a on leur a proposé forcément des remboursements, des remboursements au niveau des dommages au niveau de leur santé, évidemment. Et alors, c'estもう一度、そのことだからあとは、そこのふるさとが汚染されて帰れなくなったために、言ったら、他に避難しなければいけないという、それに対する精神的苦痛に対する慰謝料も払われています。Ok. Donc, après les travaux de nettoyage au niveau des radiations, on leur a offert des indemnités pour les traitements qu'ils ont dû subir ou tous les soins qu'ils ont pu subir au médecin à l'hôpital. Excuse-moi, je peux? Oh, oui, oui. Oui, et il y a eu une petite malentendu. Oui. Oui, il a parlé de dédommagement aux dommages psychologiques des personnes subies suite au fait qu'ils ne peuvent pas regagner leur pays natal. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de tarifs, compensation Oui. pour des bêtes, et la compensation, c'est au tarif de marché et en cours. Donc, ça dépend de la taille des vaches. C'est entre 800 000. C'est vrai qu'on se trompe toujours à 1,0 parce qu'on ne calcule pas de la même manière. Le tarif, c'est entre 800 000 N et 1 400 000 N. En tout cas, c'est le tarif pratiqué au marché. Merci. で、ここからが問題で、今言ったことが非常にたくさん保証されているというふうに皆さん思われるかもしれないですけども、これはどこかで線が引かれます。その線が引かれるっていうところは非常に放射能の残留濃度が高い場所、つまり普通に帰れないところだけです。で、線の引かれた人たちの中に住んでた人たちは手厚い保障を受けますが、線からはみ出た人たちはその線から1メーター離れているだけでも保障が受けれない。ここに大きな問題があります。Donc, forcément, au niveau des dédommagements, il y a une zone qui a été définie pour décider de qui pourrait bénéficier de ces dédommagements. Mais malheureusement, c'est pas tous ceux qui sont éloignés, enfin qui ne sont pas dans cette zone-là, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas affectés. Et donc, il y a un problème au niveau de qui a droit à ces dédommagements-là, puisque forcément, il y aura quand même des répercussions, même en dehors de la zone. で、放射能はその国が決めた線で明確に0か100か0か50ではないんです。そういうところの少しでも外れた人たちも避難をしているわけなんですけども、そういう人たちが保障を受けれないということに対して日本ではたくさん裁判が起こっています。Donc, puisque c'est pas une question d'être ou non dans la zone qui décide de est-ce qu'on est ou non affecté par les radiations, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ces dédommagements et du coup décident de poursuivre en justice l'État pour pouvoir bénéficier éventuellement de ces dédommagements. で、日本政府も東京電力もそういう賠償に対して無限にお金があるわけではないので、
基本的に帰れなかったところを除染をして線量が低くなったところから解除していく。で、自由に元のように住んでもいいというふうに仕掛けています。そうしたところには賠償は その時点でストップになる。そういうことをどんどん広めていって、最終的には賠償金を払うということをどんどん小さくしようとしています。Donc, du coup, ça veut dire que l'État et la compagnie d'électricité de Tokyo n'ont pas des fonds illimités. Et ce qu'ils font, c'est que ils vont désaffecter les zones et ensuite dire que les gens peuvent y retourner, vivre comme ils veulent, et ainsi de suite, élargir de plus en plus la zone qu'ils considèrent saine où vivre. Et ainsi de suite, avec ça, ils diminuent en conséquence les dédommagements qu'ils accordent aux personnes affectées. だから私が考えるのは、やっぱり国はそういう賠償金をこれ以上払えないということで除染をして、そこに住民を返す。そこで早くもうこれ以上賠償を払いたくないっていうことを言わないんですけども、態度としてはそういうふうに賠償金を払わないために除染をして住民たちを返そうという姿勢を強硬に実行しているというふうに私は思っています。Et donc, ce n'est que mon avis, mais même s'ils ne le disent pas, l'État tout simplement souhaite assainir au plus vite les zones pour ensuite dire au plus vite à leur population qu'ils peuvent retourner vivre et donc ainsi ne plus payer ces dédommagements puisqu'ils n'ont pas des fonds illimités. Donc, voilà. だからこういう賠償金のことはそれぞれのエリアの場所で非常に大きな問題になっていて、そういう保証の金額がやっぱり住民のコミュニティの分断を生む、人間が一番醜い争いをするという原因にもなっているので、この問題は非常に深刻だと思います。Donc, puisqu'il y a des grandes disparités au niveau des victimes et au niveau des zones touchées, ça crée des tensions et des clivages dans la population. Et c'est vraiment, à mon avis, quelque chose de vraiment dommage qu'il y ait ce genre de problème-là à cause de ça, des dédommagements. Donc ensuite, on passe aux questions de Thierry Jacot. Donc là, sa première question, c'était... excusez-moi, je me perds dans mes notes. Est-ce que les paysans ont eu des contrôles réguliers, des analyses pour suivre leur état de santé? その福島にいる住民と農家たちは健康診断とか分析を定期的に受けているのでしょうか？国と県はそこに住む人たち、帰ってきた人たちが、ホールボディカウンターといって体全体の中にどれだけ放射能が溜まっているのかということを受けることはできます。でも実際にそれは自ら検査をしようという人たちだけのためであって強制的なものではないので、あんまりその検査体制が本当に機能しているとは言えません。Donc, il y a des possibilités de faire ça. Oui, le pays, le gouvernement et chaque préfecture prévoit ce genre de démarche possible. Il y a une analyse complète du corps entier en fait possible. Mais le problème, c'est que c'est une démarche qui doit être faite par soi-même et c'est pas forcément quelque chose qui est prévu, qui est organisé par le gouvernement ou par la préfecture.
で、10年経った今でも、町が除染をされて帰ってくる人たち、今だいたい10%から15%の人たちが帰ってきてるんですけども、そのほとんどの人たちはもう60、オーバー60、オーバー70という高齢の方たちです。で、そういう人たちは、もう自分はこの土地で死んでもいいという考えを持ってらっしゃるので、わざわざ体の検査に病院に行こうということはされておりません。Donc 10 ans plus tard, hein, donc c'est-à-dire de nos jours, il y a à peu près 10 à 15% de la population qui est retournée là-bas. Et cette population-là, c'est surtout des personnes âgées qui ont entre 60 et 70 ans. Donc forcément, pour eux, ils sont prêts en fait à tout simplement mourir là-bas sur place. Et donc, peu importe ce qui leur arrive, ils ne vont pas essayer forcément d'aller voir, de faire des analyses à l'hôpital ou chez le docteur. Donc ensuite, il y avait une question sur les dédommagements. Donc tout à l'heure, on a répondu à l'aspect financier, mais il y a aussi pour l'emploi et le logement comme question qui demeure. さっきはその賠償について経済的な面を話しましたが、その雇用とか、住む場所とかに関しても支援があるのでしょうか？ちょっと意味がよくわからなかったです。すみません。その福島事故に影響を受けた人のために報奨がありますを受けていますが、経済的にお金を受けていますが、その雇用の問題について仕事とか住む場所とかに関しても支援を受けていますか？それは住む場所だとか仕事に対してはあまり支援はないですね。そういうことを含めて精神的なもの、逸失したというか失ったものに対する保障をしています。で、福島からその原発があるところから結構離れたところ、50キロも100キロも離れたところに住んでた人たちがやっぱり子供のことを考えて遠くに逃げていくんですけども、その人たちに対する保障というのはほとんどありません。Donc, au niveau de l'emploi, de l'accès à l'emploi et au logement, il n'y a pas d'aide vraiment accordée. Et c'est pareil pour tous ceux qui ont dû se réfugier loin de Fukushima, il n'y a pas forcément d'aide pour ces familles-là. Par contre, il y a tout de même des soutiens, du soutien de la part du gouvernement au niveau des dépenses pour tout ce qui a été dégâts psychologiques subis et au niveau des pertes matérielles et aussi au niveau des pertes forcément du bétail. で、この保障というのは基本的に東京電力がすべて賠償をするという形になってるんですけども、東京電力の、裏バックにはもちろん国がついてます。で、最終的に東京電力はそれだけ賠償すると赤字企業になってしまうので、電気代を全員その分を負担を日本国全体で電気代を高くしてそこから賠償金を払うというシステムになっています。つまりもうほとんどそれは税金と同じ意味合いのお金です。Donc, ce qui a été décidé à la base, c'est que TEPCO, l'entreprise d'électricité de Tokyo, dédommage les habitants. Et forcément, de ce fait, il y a aussi le gouvernement qui aide derrière.
Et donc, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de pertes à ce niveau-là pour TEPCO, et ils ont dû rattraper ça en augmentant les factures d'électricité dans tout le Japon. Et donc, concrètement, ça peut être vu plus ou moins comme une taxe supplémentaire pour les habitants. Donc だから ensuite, il y avait 本当は東京電力はその賠償金を支払うことによって本来倒産していてもおかしくない企業なんですけども、政府はそういうことをしませんでした。以上です。あ、はい、ちょっと聞こえます。あまり聞こえませんでしたから。本当であれば、東京電力はプライベートなカンパニーなので、それだけの賠償金を一プライベートカンパニーが支払うということになれば、倒産をするはずです。でも、国はそういうふうな仕組みを回避するために、バックアップをしたり、東京電力が得るであろう利益というか、電気代に対してその保証額を上乗せした。つまり、日本国全員でその負担をしていこうという仕組みにしたわけです。Et donc, étant donné que TEPCO est forcément une entreprise privée, à cause de ça, elle aurait dû partir comment dire, elle aurait dû faire faillite, oui, voilà. Mais puisqu'il y a eu aussi un peu de l'aide du gouvernement, bon, ça n'a pas été le cas. Et au final, c'est vraiment toute la population japonaise qui a dû aussi un peu, comment dire, porter le fardeau en fait de cet accident. Donc ensuite, il y avait une question de Sonia par rapport au fait comment on peut aider les personnes de Fukushima, d'ici, de la France. ソニアからの質問なんですが、フランスからその福島の農民たちを助ける方法はありますか？私たちができる支援がありますか？それはもう日本の政府に対して外交的なプレッシャーを与えることだとしか私は考えられないですね。今の日本人が今の日本政府のやり方を批判してもそれはあまり大きな運動には発展しません。Donc, à mon avis, je ne vois pas d'autre moyen pour nous aider que de mettre la pression en fait sur le gouvernement japonais, puisque même si le peuple japonais lui va à l'encontre ou exprime son mécontentement vis-à-vis de cette situation, je ne pense pas que ça ne change grand-chose en fait. で今の日本の原子力の技術を少し支えているのはフランスの原子力を扱っている企業でもあります。日本で出たその核を使った後処理をするのもフランスに一旦持ち帰ってフランスの国内で処理したものをもう一度日本に持ってくる。また今汚染水の問題が汚染水というのが海洋投棄の問題になってますけども、汚染水を除去するシステムも一番最初はフランスの技術が導入されていました。Donc, au niveau de la technologie nucléaire qui est utilisée au Japon, il y a une collaboration avec la France, donc c'est-à-dire que le Japon a importé la technologie qu'on utilise en France. Et il y a aussi là maintenant certains problèmes au niveau des évacuations des eaux radioactives utilisées dans les centrales. Et ça aussi, ça fait partie de la technologie qui a été importée au Japon depuis la France. Et ça aussi, ça devient un problème. なので日本の原子力の政策とフランスにある原子力関係の企業というのは非常に密接につながっているのだと私は思っています。Donc c'est pour ça que je pense que ce qui se passe au Japon et ce qui pourrait se passer en France sont très fortement liés puisqu'on partage la même technologie au final.
pour la prochaine question. Ok. Oui. Merci. Donc, du coup, on va pouvoir prendre quelques questions du public sans trop déborder. Et je remercie déjà tous les intervenants et les intervenantes, car certaines vont peut-être devoir se déconnecter. Donc, la première question, en fait, elle était associée à un témoignage d'un éleveur qui a connu la catastrophe de Tchernobyl en 86, à la suite de laquelle il a eu plusieurs déconvenues sur son exploitation, et en particulier beaucoup de veaux morts-nés et de troubles chez les veaux. La question était, est-ce que de telles situations se sont produites à Fukushima? フランスにいる農家の一人の証言なんですが、チェルノビールの1年後、自分の牛、持っている牛の中に子牛を産むときに問題がたくさん発生して、例えば死んだ状態で生まれたり、変な形で生まれたりしてたんですが、福島県にもそういうケースがありましたか？福島、私が聞いた限りでは、福島でそういう放射能の影響が出て、奇形の牛が現れたりということはありません。で、福島では早いうちに牛を産まない、子牛が産めないように全部去勢をしています。まあ2年半ぐらいかかりましたけども、そういう形で子牛が生まれないようにしたということもあって、そういうケースはほとんど聞いてはいません。ただし、小さな昆虫に関して奇形の昆虫が出ているという報告は聞いています。Donc, de ce que je sais, il n'y a pas eu de cas similaires, en tout cas au Japon, à Fukushima, puisque en fait, il y a eu la décision assez rapide d'interdire la naissance de veaux pour les vaches qui ont été infectées. Il y a par contre eu des cas d'infection par des insectes ou par oui, des petits insectes chez le bétail, mais à part ça, pas de diffamation ou quoi que ce soit. で、ただし今日も福島の農家さんと電話で話はしました。そこで聞いたのが、やはりそれほど弱ってはいないんですけども、やっぱりその牛に、やっぱり低線量被爆というものを10年間受けてきたがために、白血病で死んでいく牛が多いっていうふうに農家さんも言ってました。これはやはり放射能の影響で、やっぱり徐々に体が蝕まれていく。人間でいう白血球の減少が起こっている。それは研究者である岡田先生も岡田教授もそのことを非常に懸念されています。Alors, même si du coup le bétail n'est pas forcément trop affaibli par les radiations, il y a quand même des cas de leucémie qui sont plutôt nombreux à cause de l'exposition à des faibles doses de radiation. Et du coup, il y a beaucoup de vaches qui ont été qui ont des cas de leucémie, oui. Et donc, il y a le professeur Okada qui étudie ces cas-là, qui s'inquiète de l'effet que ça pourrait avoir sur la population humaine aussi en entière, au final, à force de rester dans la zone contaminée, même à faible dose. だからもし牛を人間に置き換えた場合に、こういう染料が残るところでずっと暮らしていると、同じ人間も白血病で亡くなるという、やはり怖い
放射能が今でも残っているというふうに考えて、やっぱり私自身は住民は戻るべきではないと思います。Donc, à cause de ce risque potentiel pour les humains aussi, je pense, à mon avis, la population ne devrait pas retourner vivre à Fukushima. Ok, merci. Je vais passer à une deuxième question qui a été posée par Philippe Pelletier et qui concerne l'intervention de Matsubara, donc le film projeté au départ, qui compare les gestions étatiques du périmètre de Tchernobyl et de Fukushima, en considérant que le choix de l'État japonais de ne pas exclure ou interdire durablement un périmètre est une question d'honneur. Sous-entendu, il s'agit de ne pas perdre la face avec ce retour des populations. Cet argument a un côté culturaliste, puisqu'il s'agit d'une spécificité japonaise, mais est-ce bien vrai? Est-ce vraiment cette question qui est donnée par les autorités? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui expliquent cette politique de retour? 松原監督はチェルノビルでやったこととの時でやったことと福島で政府がやったことを比べて福島に完全に長年禁止にすることをしないことを訴えますが、それは政府の誇り、その国のメンツを守るみたいな理由でそう言ってると言ってますが、それは文化的な、考え方ではないか、日本人的な考え方ではないか、その理由は本当なのでしょうか、他の理由がないでしょうか。これは私個人的な考えですけども、日本という国は非常に政策を決める上で時間をかけて検討しますけども、一度決まったことに対しては、後で間違いであると分かったとしても、そのまままっすぐ突っ走ってしまう悪い国民性をやっぱり抱えているだと思います、一つは。Alors, c'est un avis vraiment personnel et subjectif, mais je pense que le Japon est un pays qui prend son temps pour établir un plan très, très bien balisé. Et même si, après coup, ça se révèle être une erreur d'avoir pris des décisions qui ont été prises, c'est difficile d'avouer cet échec pour justement ne pas montrer une mauvaise image du gouvernement ou des dirigeants. 特に自民党の安倍政権になってから原発を推進する官庁である経済産業省の政策を非常に重く受け止めて、それを妨げるような政策は全部採用しませんでした。つまり、経済産業省が進める原発政策が間違いである、事故が起きて、これだけ補償を払う、いろんな人たちが被害を受けたという事実が分かっていても、止めることができない、そういうシステムにもうなってしまっています。Donc, il y a plusieurs suites à Fukushima. Beaucoup de personnes du gouvernement de Abe, notamment au ministère de l'économie, qui étaient pro-nucléaires, n'ont pas renouvelé leur mandat. Et malgré tout, ça reste difficile pour le gouvernement de revenir en arrière. Et
pour l'instant, le Japon s'est empêtré, on va dire, dans dans ce système-là, où ils ne peuvent pas forcément facilement revenir en arrière. なので、普通に考えれば、放射能というものは消えるものではないので、そういうところに返そうということは、私も多分世界もそれは正しい行為ではないと思ってるはずなのに、日本の国も日本の官僚もそういう方向には一切考えを向いてません。必ず除染をして住民を返して復興させる。これが唯一日本が選択する正しい道だというふうに思っています。その中で多少の犠牲が出ても仕方がないというふうに考えているのではないかと私は思います。Donc même si logiquement, n'importe qui, y compris les Japonais, y compris toute la communauté internationale, pense que même s'il y a une décontamination, ce n'est pas raisonnable de faire retourner la population à Fukushima. Lui, le gouvernement va le faire. Et même s'il y a des victimes par la suite, et le gouvernement considérera ça comme quelque chose d'inévitable. En tout cas, c'est ce que je pense. 国はしきりに福島が以前と違って10年経てば除染もされて住めるようになる。福島でもう一度野菜が作れるというふうなことを非常にアピールしています。でも、牛をずっと研究していると岩手大学の岡田教授の低線量被曝の研究にはお金を一切出しませんし、逆に子どもたちの甲状腺だとかがんの発症をしっかりとしたデータも取らずに、その山下俊一という一番福島の医学会で放射能に精通する医者に放射能はそれほど怖くないというふうなことを、言ったらアピールするように、いろんなところの講演会でそういう話をさせるように仕向けています。これはもう本当に国ぐるみで放射能はそれほど怖くないということをアピールする。そういうふうなところにもう国も官僚も方向性は向いてるんじゃないかと思っています。Donc, le gouvernement essaye vraiment énormément de faire croire, d'inciter les gens à penser que après une décennie et après avoir tout décontaminé, il serait possible de retourner à Fukushima et de pouvoir recommencer à élever du bétail, recommencer à planter des légumes et des fruits, etc., de manière complètement saine. Mais en réalité, le professeur Okada, qui lui étudie tous les effets de la radioactivité depuis 10 ans, a des preuves concrètes des effets des effets néfastes que ça peut avoir sur la santé humaine, et notamment des cas de cancer de la thyroïde. Mais malgré tout, ce professeur-là ne reçoit aucun fonds pour ses recherches, et à la place, il y a le professeur Yamashita Shuichi qui est un peu porte-parole du gouvernement au niveau scientifique, et qui lui fait des conférences où il affirme que ces radiations ne sont pas si dangereuses pour l'homme. 今日もその農家の人と電話で話はしたんですけども、結局、5年、10年避難をし続けると、その避難先で生活の基盤ができてしまう。そこのコミュニティにもう入っていかざるを得ない。そういう状況になったにもかかわらず、もう一度ふるさとが除染されたから帰ってきてくださいということで言われても、
もう帰れないというふうに言ってます。ただし、もう年いった方々はやっぱり若い人たちよりもふるさとに愛着があるということと、自分の命がこの先短いということで、やはり故郷で最終的に骨をうずめたい、故郷で死にたいという思いが非常に強いので、そういう人たちだけが帰る。つまり、若い人たちは帰らず、年いった人たちだけが帰る。でも、この後10年経てば、そういう人たちはみんな死んでいくわけなんですけども、そうなると、町が結局最終的には消滅するんではないか。そういうところにどんどんお金を使って復興しているというようなことをアピールする。これは非常に矛盾を抱えた政策だと私は感じています。Donc aujourd'hui, j'ai pu avoir au téléphone des communautés de fermiers, d'éleveurs qui ont refait leur train de vie, on va dire, autre part, et qui déclarent que même si l'État souhaiterait qu'ils retournent sur les terres de Fukushima, que eux ne le feront pas à cause de tous ces risques. Par contre, il y a aussi une population qui est vieille, qui, elle, est beaucoup plus attachée à ces terres et qui, consciente du peu de temps qu'il leur reste à vivre, vont quand même vouloir retourner à Fukushima et les alentours parce qu'ils veulent quand même rester là-bas, vivre leurs derniers instants là-bas et ensuite aussi être enterrés forcément dans la ville qui les a vus naître. Et malgré tout ça, le gouvernement continue en fait d'utiliser d'utiliser beaucoup d'argent pour un peu ramener les gens à Fukushima, et ça crée une espèce de paradoxe entre ceux qui savent qu'ils ne veulent pas aller et qui sont plutôt jeunes, et la population vieillissante qui souhaite y retourner mais qui ne va pas rester durablement dans ces villes et ces villages, et ça pourrait créer ironiquement une situation où toutes ces villes et ces villages pourraient disparaître de la carte. だから国は若い人たちが戻ってくるように餌をまく。つまり餌とは何かというと、自分たちのふるさとに戻ってくればいろんなメリットがありますよ。住宅も安くしますよ。補助しますよ。という形で引っ越し代も持ちますよ。言ったら税金から住民たちが戻ってくるように後押しする。そこに対してはお金を使います。でも、ふるさとには帰ると危険だから、もう私たちは避難先でずっと生きていきますという人たちに対しては、一切援助はない。そういう餌をまいて、もう若い人たちも元の場所に戻そうとしているわけです。Et donc, le gouvernement, concrètement, ce qu'il fait, c'est, entre guillemets, appâter la population la plus jeune. Et appâter, ça veut dire en fait qu'ils vont donner beaucoup de bénéfices à revenir sur les terres, notamment par exemple au niveau des frais de déménagement ou encore du prix des terrains ou des loyers. Et malheureusement, cette population plus jeune et qui s'est réfugiée sur d'autres territoires, elle ne veut pas revenir à cause de tous tous les risques qu'implique le retour à Fukushima. Et malgré tout, le gouvernement continue de dépenser des sommes énormes pour essayer de revitaliser la région et d'attirer de nouvelles populations et surtout de faire revenir ceux qui étaient déjà là avant, notamment les populations plus jeunes. Kuromi, du coup? C'était juste pour ajouter l'information supplémentaire. Il ne s'agit pas de retour à Fukushima, c'est retour à ex-zone d'évacuation. Ah,
Ok. Voilà. Ok, donc Parce que dans le département de Fukushima, enfin, depuis l'accident, la majorité de la population de Fukushima y demeure. Ok, d'accord. Merci. Pardon. merci pour la précision. En tout cas, on aura compris que cette situation est loin d'être terminée, en fait, que l'accident nucléaire dure et qu'il va durer encore de nombreuses années et avoir des conséquences sur ces territoires et leur peuplement. Je vais finir ce webinaire en remerciant l'ensemble des participantes et des participants, y compris ceux qui ont déjà dû nous quitter, et en remerciant les assistants techniques, Shiharu Shuzo et Masatoshi Inoue, pour leur assistance, ainsi que Florence Müller et Yvan Chang, qui ont assuré bénévolement cette traduction franco-japonaise, qui sont membres d'Atlas Traduction et étudiants au Master Traduction japonaise de l'Université Grenoble-Alpes. Merci à eux. Pour celles et ceux qui veulent revoir le film Mon troupeau irradié, il reste visible un jour de plus, jusqu'à minuit le 14 mars. Donc, pour celles et ceux qui veulent le revoir, c'est possible, grâce au code d'accès visible sur la page du site Nos voisins lointains 311. Et vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Nos voisins lointains 311 après le travail d'édition. Merci à toutes et à tous.